Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vk.fr pour cette nouvelle webconférence, quatrième webconférence aujourd'hui du printemps de la recherche en éducation, cycle de 11 webconférences en ligne initiées et organisées par le réseau des INSPE qui a débuté le 29 mars dernier. Alors ce cycle se déroule du 29 mars au 1er juin 2021 et sera ponctué au final par une table ronde virtuelle en date du 31 mai. Alors pour rappel, le réseau des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation réunit les 32 INSPE et l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole qui prépare au métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en France. Le réseau des INSPE fédère ces établissements et conduit des projets structurants sur la recherche en éducation pour irriguer les formations et promouvoir les innovations pédagogiques. Alors l'objectif de ce printemps de la recherche est de promouvoir et de mettre en évidence les apports des recherches en éducation et leurs liens avec la formation des enseignants et personnels d'éducation. La formation des enseignants a besoin d'articuler les différents apports des recherches de manière interdisciplinaire. Et donc c'est là tout l'objet et tout l'apport de ce cycle organisé par le réseau des INSPE. La thématique de cette 7e édition du Printemps de la Recherche est de développer l'esprit critique des élèves, enjeu pour la formation des enseignants et personnels d'éducation. En vous inscrivant à cette webconférence, je vous rappelle, ou si vous étiez déjà inscrit à la première ou aux précédentes, vous êtes automatiquement inscrit pour le cycle dans son ensemble. Vous pouvez retrouver toutes les dates de vos 11 rendez-vous jusqu'en fin mai prochain sur le site du réseau des INSPE ainsi que sur la page dédiée sur vk.fr. Au cours de cette webconférence et de toutes les webconférences du cycle, vous pouvez poser vos questions en direct aux intervenants via la fenêtre questions, le petit onglet chatter que vous trouvez à droite de votre écran dans l'interface de notre logiciel GoToWebinar. Profitez pleinement de ce moyen d'interaction en direct. Ce quatrième rendez-vous qui nous intéresse aujourd'hui est consacré aux ingrédients psychologiques de l'esprit critique. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Nicolas Gauvry. Vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en mathématiques à l'INSPE de Lille, psychologue et chercheur en sciences cognitives, membre du laboratoire Cognition humaine et artificielle des universités Paris 8, Paris-Est Créteil et de l'école pratique des hautes études. Et Monsieur Youssef Tazouti, vous êtes professeur de l'université en psychologie de l'éducation, membre de l'INSPE de Lorraine. Vous serez le modérateur de cette conférence et en cela, c'est vous qui serez l'interface avec le public et qui recevrez les questions en direct. Merci au réseau des INSPE d'avoir choisi VK comme partenaire. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Monsieur Tazouti, c'est à vous, je vous laisse la main. Bon, merci Julien. Donc, j'ai le plaisir d'être l'animateur de la conférence de Nicolas Gauvry sur les ingrédients psychologiques de l'esprit critique. Donc, sans tarder, je vais vous laisser la parole, Nicolas, pour cette conférence et je prendrai la main après pour les questions. Eh bien, merci à vous deux. Et oui, alors, du coup, on m'a dit qu'il fallait peut-être que je me présente tout seul, mais c'est déjà fait. Je crois que là, j'ai une belle présentation. Donc, voilà, vous faites peut-être que je vous redirai une ou deux choses tout à l'heure, mais je ne vais pas commencer du coup par me présenter. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, mais il y a quelques années quand même, qui pourra illustrer un peu le thème de ce que je vais vous raconter ensuite. Alors, ce que j'ai appelé ici les ingrédients psychologiques de l'esprit critique, c'est les traits de personnalité ou les compétences cognitives qu'il est bon d'avoir, disons, pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Voilà, pour le dire simplement et pour qu'on voit un petit peu de quoi je parle. Donc évidemment, avec cette idée que peut-être certaines de ces compétences ou de ces dispositions sont enseignables, d'autres pas. Ça c'est une question qu'on se posera aussi à la fin. Mais indépendamment de ça, qu'est-ce qui fait, de quoi on doit être muni pour pouvoir faire preuve d'esprit critique? Voilà, c'est la question
que j'essaye de répondre en parlant comme un chercheur en psychologie. Voilà. Donc, moi, je suis ni clinicien ni éducateur, je ne suis pas en psychologie de l'éducation non plus. Je parle du côté de la psychologie cognitive et je me demande ce qu'il faut comme compétences et comme disposition pour faire preuve d'esprit critique. Donc voilà, je vais vous raconter une histoire où, de manière peut-être un peu présomptueuse, je vais supposer que j'ai fait preuve d'esprit critique. Et puis on va voir au fil de cette petite histoire très brève quelques petits éléments comme ça qu'on retrouvera après et dont il faut disposer pour pouvoir faire preuve d'esprit critique si j'en ai bien fait preuve. Donc voilà, il y a quelques années, un de mes amis rationalistes, et on pourrait prendre rationaliste comme une sorte de définition de défenseur de l'esprit critique, si on veut. Après, s'il y a des philosophes, évidemment, peut-être qu'ils ont une définition un peu différente, mais on prendra ça comme définition minimaliste pour l'instant, me dit « Est-ce que tu as déjà entendu parler de la méthode Cartan et qu'est-ce que tu en penses ?» Je n'avais jamais entendu parler de la méthode Cartan. Ça s'écrit Q-U-E-R-T-A-N-T. Si vous voulez aller chercher sur Internet, vous trouverez. Donc, je n'ai aucune idée a priori sur la méthode Cartan. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi ça parle ni ce que ça fait. Ce que j'ai fait, donc, je dis, je ne connais pas, je vais chercher. Et j'ai été chercher. Donc, maintenant, on est au XXIe siècle. Je vais chercher sur Internet, évidemment, des choses sur la méthode Cartan. Si vous tapez juste la méthode Cartan sur un moteur de recherche classique, à peu près toutes les premières sorties que vous voyez sont des témoignages en faveur de la méthode Cartan. Je vous dire presque ça fait. Des sites qui expliquent que des études sont en cours pour valider la méthode Cartan, et puis le site officiel de la méthode Cartan, évidemment. Pas grand-chose de critique parce que je crois que ce n'est pas quelque chose de très connu. Et donc, voyant ça, j'ai commencé par aller évidemment sur le site officiel de la méthode Cartan, quelque chose qui se présente comme un institut à la fois de recherche et thérapeutique, et qui présente cette méthode. Le site est très bien fait, il est en bilingue, on peut le voir en français ou en anglais. Et puis, il y a plein d'informations, vous avez des onglets qui vous disent ce que ça fait, la méthode Cartan, comment ça fonctionne, les preuves que ça marche bien, et puis il y a même un onglet références scientifiques pour avoir toutes les preuves que ça fonctionne. Dans les informations générales, vous avez des sortes de résumés de cours, on dirait des sortes de résumés de cours des neurosciences. Vous avez plein de choses sur le cerveau, et autant que je puisse en juger, ce qui est écrit me paraît correct. Voilà, mais je ne suis pas spécialiste de neurosciences, donc peut-être que ce n'est pas vrai, mais voilà, ça m'a l'air correct, et la chose est vraiment définie de manière assez claire, donc ça me paraît très bien. Je continue à chercher un petit peu et voilà ce que je lis de la méthode Cartan. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Ça consiste à asseoir des gens devant un écran et les gens doivent regarder des formes de couleurs qui se déplacent sur l'écran, des petits ronds qui apparaissent comme ça. Bon, et qu'est-ce que ça fait cette méthode Cartan? Ça permet de soigner tout un tas de choses. Donc il paraît que c'est bien pour lutter contre la nausée, par exemple, mais aussi contre la dépression, contre le stress, et il y a une liste comme ça interminable de choses qu'on soigne avec cette méthode Cartan. Alors, moi, première chose, quand je lis ça, j'ai une première petite alarme qui sonne dans ma tête et qui me dit des prétentions élevées pour quelque chose de thérapeutique, et qui est en plus à cheval sur de la psychologie, parce que voilà, on soigne la dépression avec ça et des choses plus biologiques, puisqu'on soigne aussi les insomnies et puis les nausées, les vomissements, des troubles digestifs, etc. Quand il y a des prétentions élevées comme ça, c'est toujours un peu douteux. Donc j'ai une petite alarme qui sonne. Ça ne me dit pas que c'est faux, ça ne me dit pas que c'est n'importe quoi, mais c'est une première chose. Et bien, cette alarme, je l'ai. Pourquoi? Et pourquoi on pourrait ne pas l'avoir? Simplement parce que je me suis déjà souvent amusé à chercher à propos d'autres thérapeutiques qu'on propose, de thérapies alternatives, que ce soit du côté de la médecine ou du côté de la psychothérapie, et que souvent j'ai rencontré ce genre de choses, et que souvent il s'avérait que quand il y avait ce genre de choses, en fait, ça ne tenait pas la route. Donc j'ai cette première alarme grâce à des connaissances. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'intéressant, c'est que ces connaissances, si c'est vraiment juste des connaissances, c'est sûr qu'on peut l'acquérir. Donc on peut enseigner, au moins, on peut enseigner aux élèves que quand quelqu'un prétend avoir une nouvelle méthode médicale et que ça soigne énormément de choses, il faut être particulièrement méfiant
à cause de ça. Je vais voir ensuite dans l'onglet références scientifiques, puisqu'il y a des références scientifiques, et en réalité, le site est vraiment très bien fait. Donc je pense que c'est un bel exercice en fait d'aller tester la méthode Cartan. C'est que sur leur site, quand on va sur références scientifiques, il y a effectivement une liste de références, et il faut aller cliquer dessus pour s'apercevoir que ce ne sont pas des références scientifiques. En fait, 2 des 4 ou 6 références, il n'y en a pas beaucoup, sont simplement le PDF d'une affiche d'une conférence organisée par les inventeurs de la méthode Cartan. Ensuite, il y a une thèse qui s'interroge sur la méthode Cartan sans donner de conclusion vraiment fiable. Et puis le dernier, je ne me souviens plus exactement, mais ce n'était pas non plus un article scientifique. Donc finalement, ce qui est présenté comme des articles scientifiques n'en sont pas. Moi, je vois que ce ne sont pas des articles scientifiques parce que j'ai appris des choses au cours de ma carrière, ce qui fait que je fais la différence entre une thèse, par exemple, et un article scientifique publié dans une revue scientifique. Là encore, c'est des connaissances qu'on n'a pas forcément. C'est mon métier qui fait que j'ai ces connaissances-là, et puis peut-être que je suis passé à côté de plein d'autres choses parce que je ne fais pas le bon métier. Et donc, le côté un peu embêtant, c'est qu'évidemment, tout le monde ne peut pas les avoir, ces connaissances, mais le côté positif, c'est qu'en tout cas, on doit pouvoir les enseigner. Voilà, je continue. Il y a beaucoup de témoignages de gens, par exemple, qui disent « j'ai utilisé la méthode Cartan et je vais beaucoup mieux depuis », sans remettre en cause du tout les témoignages, ni leur valeur. Moi, il y a encore là quelque chose qui vient me titiller et puis qui fait sonner mon signal d'alarme, qui est que quand on va mieux après l'utilisation d'une technique qui est censée améliorer, par exemple, les nausées ou les insomnies, en fait, il y a une explication à laquelle tout le monde pense peut-être, qui est l'effet placebo. Il y a une autre explication qui est la régression vers la moyenne. Le fait que tout simplement, quand vous avez des nausées, quoi que vous fassiez, quelques semaines après, en général, vous avez moins de nausées que le moment où vous en aviez particulièrement beaucoup. Ou alors c'est que c'est parfaitement stable au cours du temps, ou alors que vous avez commencé à utiliser la méthode à un moment où vous aviez peu de nausées, ce qui est quand même assez étrange. Et donc parce que j'ai entendu parler de cet effet de régression vers la moyenne, j'ai une autre explication du fait que beaucoup de gens sont satisfaits de la méthode Cartan, et du coup j'interprète les choses différemment que si je n'avais pas eu ces connaissances. Donc là encore, vous voyez qu'il y a des connaissances qu'il faut avoir sans doute, et puis qu'on ne va pas découvrir seul. Donc des choses qu'il faut avoir appris pour pouvoir en tout cas utiliser cette partie de ce que j'ai fait quand j'ai essayé de juger si oui ou non la méthode Cartan était sérieuse. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails évidemment du site, vous pourrez aller voir, il y a plein d'autres choses intéressantes. C'est vraiment un bel exercice d'esprit critique. Là j'ai parlé beaucoup de connaissances, de choses que j'ai appris au cours de mes études ou avec mon métier. Il y a aussi autre chose, il a fallu que je prenne du temps, que j'ai envie de chercher, et ça c'est plutôt une disposition d'esprit, c'est plutôt un trait de personnalité que j'ai, ça m'intéresse, il se trouve que ça m'intéresse d'aller savoir si la méthode Cartan c'est sérieux ou pas, et en fait quand j'en parle, beaucoup de gens évidemment trouvent que ça n'a aucun intérêt et se fichent complètement de savoir si la méthode Cartan fonctionne ou pas. Ils n'en avaient jamais entendu parler avant, ils n'ont pas l'intention de l'utiliser quoi qu'il en soit, et donc évidemment ils n'auront pas de toute façon exercé leur esprit critique sur cette question qui est pour eux sans intérêt. Donc pour que je puisse exercer, pour que je le fasse en tout cas, pas que j'en sois capable, mais pour que j'exerce mon esprit critique ici, il a aussi fallu ici que j'ai un intérêt pour cette question particulière. Et tout ça, ce sont des traits, soit des compétences, soit des traits de personnalité qu'on retrouve assez souvent dans la définition de l'esprit critique. Voilà, cette anecdote était pour dresser un petit peu l'idée générale. Et puis, vous allez voir des choses qui ressemblent au cours de la suite, évidemment, qui vous feront penser à la suite de tout ça. Alors, comme on m'a déjà présenté, là j'avais prévu de me présenter, mais je laisse tomber. Simplement, je vais juste présenter autre chose qui n'a pas été dit au début, c'est que depuis 1 an et demi, je suis pilote, je crois que ça s'appelle comme ça, d'un projet ANR qui s'appelle Éducation à l'esprit critique. Et notre objectif en 3 ans, qui est peut-être un peu ambitieux avec la pandémie, c'était de développer d'abord une définition de l'esprit critique qui nous convienne, et puis je vais vous en parler juste après, des tests qui permettent de mesurer l'esprit critique de manière un peu fiable, et d'utiliser ces tests, si possible à grande échelle, pour voir si ce qui est déjà mis en place par plein d'enseignants, puisque beaucoup d'enseignants font déjà beaucoup de choses pour essayer de développer l'esprit critique des élèves, est efficace ou pas sur la pensée critique en général.
Voilà, donc on n'en est pas encore là, mais on a déjà traité complètement la première partie. C'est Elena Pasquinelli, je crois, qui intervient aussi dans les Printemps de la recherche, qui s'est occupée de la première partie plus philosophique de définition de l'esprit critique, dont je vais parler un petit peu maintenant, mais qui vous en dira certainement, ou qui vous a déjà dit, je ne sais pas si elle a déjà parlé ou pas, qui présentera ça certainement de manière plus précise. Donc voilà de quoi on va parler. D'abord, on va discuter de la définition de l'esprit critique, parce que c'était un des gros chantiers de l'ANR quand même, éducation à l'esprit critique, que de définir vraiment l'esprit critique d'une manière qui nous convienne. Et alors, on a cette façon de penser là qui fait qu'on aime bien les définitions à la fois très simples, qui tiennent en une ligne, qui soient précises. Et puis nous, on voulait quelque chose qui soit ni trop spécifique, évidemment, ni trop général, parce que des définitions de l'esprit critique, évidemment, on n'est pas les premiers à en proposer. Il y en a eu beaucoup, mais certaines sont très spécifiques, donc sont vraiment beaucoup trop générales pour nous. Voilà, je vous donnerai quelques détails tout à l'heure, et puis je pense que Elena Pasquinelli vous a donné ou vous donnera plus de détails là-dessus. Ensuite, on va parler des compétences, et donc là je rentre dans le cœur vraiment de ce dont je voulais vous parler, des compétences cognitives qui sont, disons, favorables à l'esprit critique, en tout cas, je ne vais pas dire qu'ils sont indispensables ou qui sont équivalentes à l'esprit critique, mais qu'il faut avoir pour pouvoir faire preuve d'esprit critique. Et puis, dans la partie suivante, le numéro 3, je vous parlerai de traits de personnalité plutôt qui sont associés à l'esprit critique. Voilà. Et puis, en fonction du temps qui reste, je vous dirai peut-être un tout petit mot sur la question de l'enseignement de l'esprit critique, même si ce n'est pas le cœur de mon sujet aujourd'hui. Donc, je commence par m'interroger sur ce qu'est l'esprit critique. On cherche une définition de l'esprit critique. Peut-être la première piste, c'est de se demander à quel moment est-ce qu'on a l'impression que quelqu'un fait preuve d'esprit critique. Et alors les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, après chacun a peut-être ses exemples, c'est par exemple le fait que quelqu'un ne se fasse pas avoir par, je prends un exemple qui date d'il y a quelques années, mais le bracelet magnétique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Des gens vendaient des bracelets en plastique qui devaient contenir à l'intérieur sans doute un aimant, un bracelet magnétique, et ils prétendaient qu'en portant ce bracelet, on avait plus de force, plus de confiance en soi, plus d'endurance, et que c'était excellent pour faire du sport. Voilà. Et certains sportifs ont acheté le bracelet magnétique pour faire des compétitions. Ne pas se faire avoir par cette publicité, c'est un exemple qui me vient de faire preuve d'esprit critique. Mais bon, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais souvent, les premiers exemples qu'on donne, en fait, sont en négatif, presque toujours, sont en négatif. C'est-à-dire que les exemples, on dit, voilà, quelqu'un qui a fait preuve d'esprit critique, sont souvent des exemples où quelqu'un n'a pas cru quelque chose. Mais ce n'est pas des exemples où quelqu'un a cru quelque chose. À tel point que, pour certains, en fait, dire qu'on fait preuve d'esprit critique, ça veut dire simplement qu'on doute de tout, qu'on rejette tout. Et il y a parfois une confusion entre faire preuve d'esprit critique, être critique, et être sceptique. Ce qui n'est pas la même chose. Être sceptique, c'est cette espèce de posture où on suspend son jugement puisque rien n'est sûr, et ce n'est pas du tout la même chose que ce que nous, on a envie en tout cas d'appeler l'esprit critique. Si avoir de l'esprit critique, c'est rejeter quelque chose et être plus méfiant que les autres, dans ce cas, à chaque fois qu'il y a des attentats, depuis quelques années, il y a des gens qui font preuve d'esprit critique dans ce sens-là. Ce sont ceux qui rejettent la version officielle, tout en disant « je n'ai pas de thèse de mon côté, mais j'ai quand même des doutes sur le fait que le 11 septembre se soit organisé comme on nous le raconte ». Nous, on n'a pas envie de considérer que ça, c'est avoir de l'esprit critique. C'est certes une posture sceptique, ça, on est d'accord, mais on la trouve hyper critique, et donc c'est pas ça qu'on appelle, nous, de l'esprit critique. Et pour vous donner un exemple en positif, quelque chose qu'on ne fait pas très souvent, on va par contre considérer que c'est faire preuve d'esprit critique, que après avoir lu les arguments des uns et des autres, d'être convaincu ou de rester convaincu que la Terre est bien ronde et non pas plate. Pourtant, on pourrait dire, si vous croyez la thèse officielle selon laquelle la Terre est ronde, c'est que vous ne faites pas preuve d'esprit critique, puisque vous avez été crédule. On ne considère pas ça comme ça. Alors, voilà, ça c'était juste pour dire que l'esprit critique, pour nous, ce n'est pas le fait de rejeter, c'est pas la même chose que le scepticisme, et ce n'est pas forcément en négatif.
On peut avoir de l'esprit critique qui nous amène à croire que la Terre est ronde, à croire qu'on a été sur la Lune et à croire la version officielle pour les attentats. Quand il y a quelques années, l'éducation nationale s'est réintéressée, puisque c'est pas du tout nouveau, mais s'est intéressée à nouveau particulièrement à l'esprit critique, elle a créé ce graphique que vous voyez ici, peut-être que vous connaissez presque tous, vous l'avez déjà vu, qui est une sorte de résumé de tout ce qu'on voudrait appeler l'esprit critique au sein de l'éducation nationale. Ce qui est assez amusant avec ce graphique, c'est qu'il n'a pas du tout été créé selon une méthode rigoureuse, scientifique, et à l'époque, j'avais discuté avec la personne qui organisait tout ça, et je lui avais demandé si quelqu'un a fait une revue de la littérature, parce que je dis, il y a beaucoup de philosophes, beaucoup de psychologues qui ont travaillé sur l'esprit critique et qui auraient certainement des choses à dire, peut-être qu'il y aurait des choses à reprendre. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fait. Pour créer ce graphique, ils ont fait un grand sondage auprès de tous les enseignants de toutes les disciplines, et puis ils ont collecté toutes les réponses, un sondage pour savoir qu'est-ce que c'est pour vous l'esprit critique. Toutes les réponses ont été collectées, et puis ils ont fait une sorte de synthèse, et ça donne ce graphique-là. Voilà, ce qui est assez remarquable et très satisfaisant, c'est qu'en fait, ce qu'on retrouve ici, c'est aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup de publications scientifiques sur l'esprit critique. Et donc finalement, bien que ça n'ait pas été créé selon une méthode qui me satisfasse complètement, je trouve que le résultat est quand même assez bien. Mais on ne va pas en rester là, évidemment, vous l'avez compris. Alors vous voyez que dans ce graphique ici, on décompose l'esprit critique en deux parties. Et c'est indiqué au milieu, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais sinon je vous donne ce qui est important. Au milieu du cercle entouré en tiret, vous avez écrit « L'esprit critique est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques ». Alors nous, ce n'est pas comme ça qu'on va les appeler, mais on va aussi faire cette distinction entre ce qui est en orange et qu'ils appellent eux un état d'esprit, et puis ce qui est en bleu, qu'ils appellent un ensemble de pratiques. Alors, appeler ça des pratiques, pour moi, ce n'est pas tout à fait ce qui nous intéresse, mais on a quand même cette distinction entre l'orange et le bleu, qu'on va appeler autrement. Voilà, si vous regardez ce qu'il y a dans la partie orange, donc ce qu'ils appellent l'état d'esprit, vous avez écouté, s'intéresser à ce que pensent les autres, donc une sorte d'intérêt. La curiosité intellectuelle, l'autonomie, la pensée par soi-même, la lucidité sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et la modestie, qu'on pourrait appeler aussi l'humilité intellectuelle. Tout ça, tout ce qui est en orange ici, ce sont pour les psychologues, ça s'appelle des traits de personnalité, c'est-à-dire des tendances ou des dispositions qu'on peut avoir à faire certaines choses ou à penser d'une certaine manière. Tout ce qui est en bleu, s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits, confronter les interprétations et évaluer les interprétations, tout ça, ça relève des pratiques selon l'éducation nationale. Pour notre part, on ne va pas considérer les comportements comme étant vraiment la définition de l'esprit critique, mais la possibilité de ces comportements. Ce qui veut dire qu'on ne va pas dire que chercher de l'information, c'est de l'esprit critique, mais par contre, on va dire qu'être capable de chercher de l'information, c'est avoir de l'esprit critique. Et de ce fait, évidemment, chercher l'information comme il faut, c'est faire preuve d'esprit critique, puisque si on peut le faire, si on le fait, c'est qu'on peut le faire et donc on a la compétence. On va plutôt parler de compétence, nous, que de pratique, véritablement. Voilà, donc pour vous dire, on ne va pas avoir exactement la même définition, que je vous donne dans quelques diapositives. Néanmoins, cette opposition-là, on la retrouve tout le temps, cette opposition entre une partie de compétences, de choses qu'on fait ou qu'on peut faire, et une partie en orange ici de disposition, c'est-à-dire ce qu'on fait habituellement, spontanément, ce qu'on a envie de faire, bref, notre personnalité en quelque sorte, ou certains traits. Les définitions de l'esprit critique, il y en a beaucoup, je vous ai dit des plus spécifiques aux plus génériques. Ici, voilà, vous avez par exemple la définition de Bertrand Russell, enfin, non, ce n'est pas la définition, c'est un résumé de ce que dit Bertrand Russell. Selon lui, l'esprit critique, ça implique à la fois une attitude, donc là on pense aux dispositions, des connaissances sur des faits, et donc si vous pensez à la méthode Cartan, par exemple, c'est en tout cas ce qui, moi, m'a fait sonner mon signal d'alarme dès le début, c'est des connaissances sur des faits, sur le fait que un témoignage, par exemple, d'amélioration, quand on utilise un procédé thérapeutique, peut être expliqué par un phénomène de régression vers la moyenne, et c'est pour ça
qu'on a besoin d'essais contrôlés, et c'est pour ça qu'en médecine, on ne se contente pas de regarder l'amélioration de ceux qui prennent un médicament, mais on compare avec un groupe témoin. Ça, c'est des connaissances sur des faits. Et puis des compétences pour penser juste, ça c'est évidemment, on pense à toutes les compétences de raisonnement, et on pourrait faire rentrer beaucoup de choses là-dedans, on en reparle un petit peu tout à l'heure. Mais vous avez ici en 3 composantes au lieu de 2, mais vous avez quand même cette opposition entre ce qui relève des compétences et puis ce qui relève plutôt de la personnalité avec l'attitude. Ce que Russell appelle l'attitude, évidemment, c'est cette envie de savoir, cette foi en quelque sorte dans la vérité et la raison. Une des grandes spécialistes de l'esprit critique au niveau international aujourd'hui, en psychologie en tout cas, c'est Diane Alpern, qui définit, elle, l'esprit critique comme l'utilisation de capacités cognitives qui permettent d'augmenter la probabilité de succès. C'est-à-dire, en gros, avoir de l'esprit critique, c'est être rationnel au sens des conséquences de ce qu'on fait. Vous voulez obtenir quelque chose, vous avez de l'esprit critique si vous faites des choses qui rendent probable le succès de ce que vous voulez faire. Et donc elle précise que ça implique la résolution de problèmes, la génération d'inférences, donc le raisonnement, des calculs de plausibilité et la prise de décision. Alors nous, vous allez voir tout à l'heure, sur ce point-là particulier, on n'est pas tout à fait d'accord et donc on n'a pas conservé ce point-là, mais ça a été une discussion entre nous. Est-ce que la prise de décision, on la met dedans, dans l'esprit critique? Nous avons choisi de ne pas la mettre dans l'esprit critique, mais c'est une position défendable autant que la position inverse. Le raisonnement est le suivant. Est-ce que quelqu'un qui fume, par exemple, est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui fume parce qu'il fume, qu'il manque d'esprit critique? Selon la définition de Diane Alpern, on pourra dire oui, il manque d'esprit critique parce qu'il y a toutes les preuves que fumer c'est mauvais pour la santé, que c'est quelque chose de négatif, du point de vue de la santé en tout cas, et donc fumer c'est irrationnel, donc fumer c'est la preuve qu'on manque d'esprit critique. Alors que nous disons plutôt, nous avons cette position-là, plutôt de dire que le fait de fumer, en soi, c'est pas manquer d'esprit critique. On peut trouver ça idiot, on peut trouver ça irrationnel, ça oui, mais c'est pas manquer d'esprit critique. Ce qui serait manquer d'esprit critique, c'est ne pas être capable de voir avec toutes les informations disponibles que le tabac est dangereux pour la santé. Mais c'est pas la même question. On peut très bien penser que c'est dangereux pour la santé, tout en fumant quand même. Il y a des gens qui le font. La plupart des gens qui fument aujourd'hui n'ont pas dans l'idée que c'est neutre ni bénéfique pour la santé. Et donc la question, c'était juste le désaccord, disons, qu'il y a entre la définition d'Alpern et la nôtre. C'est juste sur cette question de savoir si on met aussi les comportements dans la définition d'esprit critique. Elle les met, nous, vous allez voir, on ne les met pas, donc on ne parle que des croyances. On parle des croyances, ce qu'on croit, nos opinions, comment on se forge des opinions. Ça, on le fait rentrer dans l'esprit critique, mais pas les comportements et la prise de décision. Un autre spécialiste de l'esprit critique, même s'il parle plus de rationalité que d'esprit critique, c'est Keith Stanovich, qui distingue, bon, entre autres choses, il distingue différents types de rationalité, et notamment il distingue la rationalité fluide et la rationalité cristallisée. Alors je le cite aussi pour vous montrer qu'il indique dans sa définition, de manière très claire, qu'une partie de l'esprit critique, et pour lui une partie très importante, c'est cette rationalité cristallisée qui est formée d'un ensemble de connaissances, et on va préciser tout à l'heure, de connaissances à la fois sur le monde, donc ça peut être des faits, on peut savoir qu'un témoignage peut s'expliquer dans le cas de la méthode Cartan d'une certaine manière, mais c'est aussi des connaissances logiques, sur les règles de logique, sur des méthodes, des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans la rationalité cristallisée. Et puis dans rationalité fluide, vous pouvez reconnaître un peu, sans doute, cette idée de raisonnement, un peu quelque chose. Voilà. Ça ressemble à, pour ceux qui connaissent, à l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. C'est une sorte d'analogie avec ça. Voilà, je vous ai donné 3 exemples juste pour vous dire qu'il y a des petites différences quand même entre les auteurs sur l'esprit critique. Je vous ai indiqué tout à l'heure que certaines définitions nous paraissent être restrictives, d'autres beaucoup trop larges. Et en fait, pour vous dire, la première sur laquelle on s'était penché, qui date d'il y a plus de 20 ans maintenant, était issue d'une sorte de conférence de consensus de plein de spécialistes et était vraiment très très large. C'est-à-dire qu'on incluait dans l'esprit critique, dans cette définition,
Par exemple, la capacité à comprendre un texte, la capacité à exprimer clairement un raisonnement. Et donc, on allait vraiment des compétences en lecture jusqu'à des choses qui, pour nous, sont sans rapport avec l'esprit critique, parce que c'était beaucoup trop large, et c'est pour ça qu'on a ressenti le besoin de resserrer un peu cette définition, tout en conservant quand même beaucoup de choses que vous avez vues dans les 3 définitions que je donne ici. Hein, à part cette histoire de prise de décision, qui pour nous ne rentre pas vraiment dans la définition de l'esprit critique, les connaissances sont dedans, enfin, tout ce que vous avez vu dans les 3 définitions ici. Elena Pasquinelli donc, a organisé pendant 1 an des entrevues, des conférences avec beaucoup de philosophes et des psychologues qui sont venus exposer leur approche et leurs idées sur l'esprit critique, et est arrivée à une définition qu'on a conservée, que je vous donne ici, et qui nous plaît bien parce qu'elle est à la fois simple, courte, et suffisamment large quand même pour englober tout ce qui nous intéresse. Voilà, donc pour nous, à partir depuis 6 mois, on va dire, l'esprit critique, pour nous, c'est la capacité à réguler la confiance qu'on accorde ou à ajuster la confiance qu'on accorde à une information. Alors dit comme ça peut paraître un peu restrictif, mais en réalité, quand on dit information, c'est dans un sens très large. Et donc, ça veut dire en particulier que avoir de l'esprit critique, c'est être capable de juger si une information qui vient de moi-même est fiable ou pas. Donc, ça veut dire qu'on doit être capable de se méfier quand il le faut, mais pas trop non plus, des choses qu'on observe, par exemple, puisque vous savez qu'on peut observer des choses qui sont fausses. Ça arrive régulièrement. Donc, se méfier de soi, avoir de la métacognition, donc on pourrait appeler ça comme ça fait partie de l'esprit critique dans ce sens-là. Mais les informations, évidemment, ne viennent pas toutes de nous. Quand on lit une information sur Internet, savoir si c'est des fake news ou pas, ça n'a rien à voir avec ma perception, mes observations. Et donc, ça englobe aussi, cette définition, la capacité à juger de la fiabilité des sources et savoir si telle personne est plus ou moins compétente pour répondre à telle question. Parfois, une information, c'est le résultat d'un raisonnement. Et pour savoir évaluer la confiance qu'on peut accorder dans la conclusion, il faut être capable de juger de la plausibilité des hypothèses de départ, sans doute, mais aussi du raisonnement. Donc les capacités de raisonnement, ça rentre aussi dans cette définition. Vous voyez que cette définition, bien qu'elle soit très courte, finalement englobe à la fois des connaissances sur la cognition générale, donc métacognition, à la fois des connaissances qui relèvent peut-être du journalisme sur l'évaluation de la fiabilité des sources, plus des compétences logiques. Donc c'est quand même assez large, bien que ce soit très ramassé, et ça nous paraissait un bon compromis, cette définition courte, mais suffisamment générale quand même. Dans notre définition, vous voyez qu'il n'est question que de compétences, et tout à l'heure je vous ai dit, on oppose souvent 2 aspects de l'esprit critique qui se retrouvent en orange et en bleu dans le document de l'éducation nationale, dans le schéma de l'éducation nationale, qu'on appelle plutôt en psychologie d'un côté les compétences, c'est-à-dire être capable de faire. Et alors je vais ranger dans les compétences les connaissances, parce qu'évidemment avoir des connaissances sans pouvoir les utiliser, c'est pas intéressant. Donc voilà, on va mettre toutes les connaissances sous la rubrique compétences, d'accord, même si c'est discutable. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect disposition, attitude, état d'esprit, on appelle ça comme on veut, qui est cette disposition donc à analyser les informations qui nous arrivent. On peut très bien, a priori, être très compétent, savoir chercher l'information, ne pas se faire avoir de très bons raisonnements, être parfaitement rigoureux si on veut, et ne pas vouloir utiliser ces compétences. C'est le cas, par exemple, il y a des gens qui professent cette doctrine qui dit que ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux, c'est pas d'avoir raison, et que donc on s'en fiche de savoir si les choses sont vraies ou pas. Et qui vont, donc, quand on leur donne des informations, soit suspendre leur jugement parce que ça ne les intéresse pas de savoir si c'est vrai ou pas, soit décider que c'est vrai ou que c'est faux en fonction de ce qui, d'après eux, va les rendre les plus heureux. Ce n'est pas contradictoire en soi avec les compétences. Ceci étant, on a quand même dans l'idée qu'il y a forcément un lien entre les deux, entre l'aspect disposition et l'aspect compétence. D'abord, il y a quelque chose d'assez évident, c'est qu'on ne peut pas avoir une disposition à raisonner de manière juste si on n'est pas capable de raisonner de manière juste. Et donc la disposition, en fait, présuppose la compétence. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un lien, ne serait-ce que pour ça.
Après, d'autre part, on peut aussi imaginer que si on a la disposition à utiliser son esprit critique, on va le développer du coup, et donc on va développer ses compétences. Par exemple, si ça vous intéresse de savoir la vérité, vous êtes tourné vers la vérité, ça c'est une disposition, et parce que vous avez cette disposition, vous allez vous renseigner, vous allez faire attention, et vous allez découvrir des choses comme ça. Donc il y a nécessairement un lien entre les deux, même si je n'ai pas de chiffres à vous donner ici sur la force du lien entre disposition et compétence, mais je vous dis ça simplement pour dire que nous, on a donné une définition qui relève uniquement du domaine des compétences, on dit que c'est être capable de, mais on pense aussi que c'est lié évidemment aux aspects de disposition. Il y a un peu la même distinction, pour ceux qui connaissent, entre l'intelligence émotionnelle trait, qui correspond à une disposition, et l'intelligence émotionnelle comme compétence, qui relève donc évidemment des compétences. L'intelligence émotionnelle, compétence, c'est la capacité, par exemple, à comprendre le point de vue des autres, ça englobe ça. Et l'intelligence émotionnelle comme disposition, c'est ce trait de personnalité qui vous pousse à prendre spontanément ou à essayer de comprendre spontanément le point de vue des autres. Donc ces deux approches de l'intelligence émotionnelle, il y a exactement la même chose pour l'esprit critique. Une opposition entre compétence et disposition. Et comme pour l'intelligence émotionnelle, évidemment, les deux sont forcément liés. C'est aussi le cas pour l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, des spécialistes disent qu'il faut dépasser cette opposition pour l'intelligence émotionnelle. Et donc on pourrait éventuellement avoir la même idée pour l'esprit critique de dépassement de cette opposition entre compétence et disposition. Voilà, il faut que j'avance un petit peu. On va parler maintenant des compétences. Alors, je vais vous donner quelques exemples peut-être de compétences ou de connaissances. Je vous ai dit, même si c'est discutable, que je range les connaissances dans la rubrique compétences, pour vous montrer qu'il y a des compétences un peu diverses qui relèvent de l'esprit critique. Alors, pour illustrer ça, peut-être je vais vous donner deux exemples. Il y a des compétences très concrètes qu'on peut apprendre. Quand je fais des formations, il m'est arrivé en tout cas de faire des formations pour des professionnels sur des thèmes où ce n'était pas spécifiquement sur l'esprit critique, mais on parlait aussi d'esprit critique. Et j'ai montré aux professionnels comment faire pour faire une recherche bibliographique scientifique sérieusement. C'est très concret. Je leur dis, si vous vous posez une question sur tel sujet, premièrement, il faut chercher en anglais parce que la science se fait en anglais. Deuxièmement, il faut aller sur un site comme Science Direct ou Google Scholar parce que sur Google, on est pollué par plein d'informations non pertinentes. Et c'est des petites choses comme ça, vraiment une méthode ultra concrète. Et ça fait partie des choses qu'on peut enseigner et ça fait partie des compétences qui peuvent permettre de développer l'esprit critique. À un niveau un peu plus général et peut-être plus dur à enseigner, il y a tout ce qui est capacité de raisonnement. Et donc, pour vous donner un exemple, un test d'esprit critique qu'on a utilisé, qui est assez ancien maintenant, mais qui nous intéresse beaucoup, et a été proposé par Ennis et Ware. Là, vous avez le portrait de Robert Ennis, un des deux auteurs. Et en fait, on ne va pas en parler, mais là, vous pourrez regarder sur la diapositive. Dans ce test, en fait, on propose une suite de paragraphes qui présentent des arguments aux participants et on leur demande d'y répondre. On leur demande est-ce que chacun des arguments, il y a 8 arguments, 8 paragraphes, pour chacun des paragraphes, dites si l'argument est correct ou pas et expliquez pourquoi il n'est pas correct s'il n'est pas correct. Donc par exemple, il y a un premier argument pour dire qu'il ne faut pas se garer dans une rue la nuit, c'est de dire que se garer toute la nuit dans la rue, c'est comme si on avait un garage dans la rue et il est interdit de posséder un garage sur la rue, donc on ne devrait pas pouvoir se garer. Voilà, une réponse possible à ça, c'est qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève de la propriété et de l'usage. Et qu'assez classiquement, il y a des choses qu'on a le droit d'utiliser, même longtemps, sans être pour autant propriétaire, ne serait-ce que quand on est locataire. Voilà, c'est pas forcément évident de trouver la réponse à ça ou de voir la faille dans le raisonnement. Et voilà, vous avez 8 exemples comme ça auxquels il faut répondre. Donc là, vous voyez, on mesure vraiment les capacités de raisonnement. Et assez souvent, dans des tests d'esprit critique, c'est ça qu'on mesure. Si on veut avoir une vision d'ensemble des compétences ou des connaissances qu'il faut avoir ou qui permettent de dire qu'on a de l'esprit critique, on pourrait décomposer en 4 morceaux comme ça. C'est un peu arbitraire, mais tout ce qui relève de la culture générale, ça sert essentiellement, je vais développer après, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça sert essentiellement à avoir une idée de la plausibilité a priori.
Parce que quand on vous parle de la méthode Kertan, par exemple, si a priori ça ressemble à quelque chose de très sérieux, vous n'allez pas être aussi exigeant sur le niveau de preuve que si a priori ça ressemble à du bullshit. Hein, si ça ressemble à quelque chose de fumeux, vous voulez des preuves solides. Si ça ressemble à quelque chose que vous connaissez bien et vous savez que ça fonctionne, vous n'avez pas besoin d'autant de preuves. Tout ça, c'est grâce à la culture générale, la connaissance des faits, qu'on va pouvoir le faire. Ce que j'ai appelé un peu pompeusement épistémologie, c'est un ensemble de connaissances, et donc il faut être capable d'appliquer aussi, sur le fonctionnement de la connaissance, disons, comment se construit la connaissance socialement. Donc ça peut être, moi je m'intéresse beaucoup, et puis à la Fondation La Main à la Pâte, on s'intéresse beaucoup à ça, au côté science, donc comment la science construit des connaissances, mais c'est aussi valable évidemment pour autre chose, c'est aussi valable pour la manière dont les journalistes vérifient les informations, par exemple. Et tout ça, je le fais entrer dans épistémologie. Tout ce qui est raisonnement, je mets dans règle logique, et puis, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, métacognition, c'est des choses qu'on doit connaître pour avoir conscience des risques qui viennent de nous, les risques de se tromper, qui viennent de nos tendances naturelles. Donc, évidemment, on pense au tout le courant des biais et heuristiques. Alors, je vais vous donner à chaque fois un exemple. Nicolas, je me permets d'intervenir juste pour vous dire qu'il reste entre 5 et 8 minutes à peu près avant la fin de la conférence. D'accord. Entre 5 et 8 minutes. Alors, ce que je vais faire, je vous laisserai regarder les exemples de chacun des 4 cas qui sont ici, et puis on pourra en parler pendant les questions après. Et je vais passer directement à la dernière diapositive des compétences, et puis je vous parle des traits de personnalité juste après. Cette dernière diapositive, c'est pour vous parler d'un truc très général. Évidemment, s'il faut des compétences pour avoir de l'esprit critique, quelque chose qui paraît très évident, c'est que l'intelligence, au sens compétence générale cognitive, ça devrait être favorable à l'esprit critique. Et donc, je vous dis en un mot, les résultats des recherches sur ces questions-là, c'est que dans certains cas, c'est favorable, dans d'autres, ça n'a pas d'effet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien en fait entre l'intelligence et l'esprit critique. Et il y a même certains cas, mais qui sont quand même assez rares, où on a un effet négatif de l'intelligence parce que les gens plus intelligents sont capables d'utiliser leur intelligence pour défendre une position qui en fait est irrationnelle. Voilà, mais quand même, le tableau général n'est pas celui-ci. Peut-être on parle trop des effets éventuellement négatifs de l'intelligence sur l'esprit critique. La tendance générale, c'est plutôt qu'effectivement, une plus grande intelligence est associée à plus d'esprit critique. Donc voilà pour les compétences. Et donc maintenant, on va parler des dispositions. Il y a un ensemble de traits de personnalité qui ont été associés à l'esprit critique. Et je vais vous en donner quelques exemples un peu spécifiques, même s'il y en a pas mal d'autres. Donc voilà 3 traits de personnalité typiquement associés à l'esprit critique. D'abord un style cognitif, donc c'est le analytique que vous voyez en A ici. Un style cognitif analytique, c'est-à-dire une méfiance vis-à-vis de ses intuitions. En fait, on oppose le style cognitif analytique, des gens qui ont tendance à raisonner de manière consciente, et le style cognitif intuitif, de ceux qui ont tendance à faire confiance à leur intuition. Le style, qui peut être analytique ou intuitif, ne présuppose pas qu'on est intelligent ou pas intelligent. Ceux qui sont plus intuitifs ne sont pas forcément moins intelligents, mais simplement ils se fient plus à leur intuition, et ceux qui se fient moins à leur intuition ont plus d'esprit critique. L'ouverture, c'est le trait de personnalité, peut-être, dans les grands traits de personnalité qui ressort le plus souvent. L'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture en psychologie, c'est la curiosité, l'envie de connaître de nouvelles choses, aussi la créativité, tout ça c'est lié à l'ouverture, et ça aussi, c'est un trait qu'on retrouve plus chez les gens qui ont plus d'esprit critique. Et puis de manière assez évidente, dans les dispositions qui comptent, on a ce qu'on pourrait appeler la confiance dans la vérité ou l'intérêt pour la vérité, qui est ici, en C, cet intérêt pour la vérité dont je vous parlais tout à l'heure et qui n'est pas partagé par tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne s'intéresse pas à dire le vrai et tout le monde ne trouve pas que ce qui importe quand on discute, c'est de dire quelque chose de vrai. Pour beaucoup de gens, ce qui importe, c'est de dire quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien ou qui a des effets positifs, même si c'est faux. Et que finalement, la question du vrai n'est pas importante. Ceux qui accordent beaucoup d'importance à la question du vrai ont en général plus d'esprit critique, au moins au sens des dispositions. Et puis, je vais terminer du coup avec une dernière petite diapositive ici pour vous donner quelques exemples un peu plus précis. Là, c'était des grands traits de personnalité qu'on retrouve. Et il y a des choses un peu plus
précises qu'on appelle parfois des vertus intellectuelles, qui sont aussi associées à l'esprit critique. Et donc, je vous parle ici, par exemple, de la vigilance épistémique, qui est une sorte de méfiance vis-à-vis des informations. On va chercher s'il y a des failles dans les raisonnements, on va chercher si quelqu'un a des conflits d'intérêts quand il annonce quelque chose qui nous paraît étrange. Tout ça, ça fait partie de la vigilance épistémique, qui n'est pas une méfiance exagérée, mais simplement qui est le contraire de la confiance aveugle. L'humilité intellectuelle, ça revient encore plus souvent, c'est cette modestie qui se trouvait dans le diagramme de l'éducation nationale, qui nous pousse à nous dire que nous aussi, nous pouvons nous tromper, que peut-être, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est l'autre qui a raison. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce que j'ai appelé pompeusement le rationalisme, c'est en fait la confiance dans la raison. C'est-à-dire, c'est juste cette idée que la raison permet d'aboutir, parfois et seulement dans certains cas, mais permet en général d'aboutir à la vérité pour un certain type d'énoncé. Ce n'est pas rationalisme au sens où l'entendent parfois les philosophes. Et puis l'intégrité intellectuelle, c'est cette propension à être aussi exigeant envers soi-même qu'envers les autres. En tout cas, ça englobe entre autres ça. Et notamment, c'est très frappant qu'on manque souvent d'intégrité intellectuelle quand il est question d'intuition ou de mémoire, par exemple. La plupart des gens ont beaucoup de doutes sur ce dont les autres se souviennent, mais ont par contre très peu de doutes sur leurs propres souvenirs, qui sont considérés comme parfaitement fiables. On doit être capable de se dire, c'est à la fois de l'humilité intellectuelle et de l'intégrité intellectuelle, on doit être capable de se dire que si les autres ont des souvenirs qui sont parfois faux, nous aussi, probablement, on a des souvenirs qui sont parfois faux. Et donc, il faut être méfiant même vis-à-vis de ses propres souvenirs. Et voilà une sorte de résumé donc, de tout ce que je vous ai raconté. Ce qui est lié, et donc on pourrait appeler ça les ingrédients de l'esprit critique du point de vue de la psychologie, c'est à la fois des connaissances, des traits de personnalité, des connaissances métacognitives, donc des métaconnaissances si on veut, et puis des vertus intellectuelles, donc ce que je vous ai cité en dernier. Voilà, du coup je m'arrête là avec un peu de retard, je m'en excuse, et on peut passer aux questions. Donc, merci Nicolas pour cette conférence passionnante et très pédagogique pour des personnes qui ne sont pas initiées au domaine de recherche. Effectivement, il y a quelques questions qui demandent peut-être des réponses courtes ou d'autres qui demandent un peu plus de réponses. Donc, j'ai une question de Madame Mamoudi Kaltoum, en fait, concernant le diagramme que vous avez montré au début. Il demande de quelle année ça date. Est-ce que c'était une enquête auprès d'échantillons plus importants, moins importants au niveau de l'éducation nationale? Est-ce que vous avez des précisions par rapport à ça? Alors, la date est indiquée, là, ça date de 2016. Je pense je ne sais plus exactement où ça a été publié, mais c'est sur Eduscol. Et si vous tapez Eduscol esprit critique et vous cherchez les images, vous tombez dessus facilement. Donc voilà, c'est facile à retrouver. Je ne saurais pas vous dire exactement où ça a été publié, mais c'est sur Eduscol, là où on s'intéresse à l'esprit critique. Et ça date de 2016. D'accord. Donc, je vais vous lire une question de Monsieur Gabriel Palares. Je vais vous lire telle quelle. Donc, vous avez parlé de précision, de prise de décision. Ça bouge le document. N'est-ce pas plutôt une question de comment prendre une décision qui pourrait être mise en lien avec l'esprit critique et pas la décision en tant que telle? Typiquement, il peut y avoir d'autres raisons que sanitaires pour fumer. Sinon, évidemment, personne ne le ferait. Je ne sais pas si vous avez… Nicolas? Oui, je réfléchis. Disons, oui, nous, on va considérer comme de l'esprit critique, effectivement, peut-être les raisonnements qu'il y a avant si je reprends le même exemple, avant de décider si on fume ou pas, en supposant que ce soit une décision comme ça, on peut réfléchir et on peut ou non appliquer l'esprit critique. Par exemple, on peut se dire c'est pas vrai que c'est dangereux, mais on peut se dire aussi c'est vrai que c'est dangereux, mais d'un autre côté, alors il y a des gens là on appelle plutôt ça en psycho de la rationalisation que de la rationalité, mais des gens qui disent certes c'est dangereux, mais d'un autre côté il faut bien mourir de quelque chose, et qui fument quand même. Alors en général, l'interprétation des psychologues c'est plutôt que c'est une fausse raison, celle-ci, et que la vraie raison est plutôt émotionnelle. Donc effectivement, il y a tout un travail que nous, on va classer dans le champ de l'esprit critique ou pas, et donc on pourrait
penser que les gens sont plus ou moins critiques. Mais juste là où on n'est pas d'accord avec Diane Alpern, c'est vraiment un point de détail, hein, c'est qu'on s'arrête quand même avant la prise de décision. C'est-à-dire que quelqu'un qui fume tout en disant que c'est irrationnel, il y a plein de gens comme ça, nous on ne dit pas qu'ils font preuve d'un manque d'esprit critique parce qu'ils fument. Voilà, maintenant s'il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons de fumer, on pourra les classer en fonction du niveau d'esprit critique. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je vais lire une autre question de Madame Eva Debré, qui dit elle parle, est-ce que c'est une réflexion plutôt, est-ce que c'est jauger correctement ou juger correctement? Et une autre question de la même personne, n'y a-t-il pas quelque chose de circulaire dans le raisonnement? Ces traits de caractère sont la condition d'un esprit critique, mais l'on reconnaît ceux qui ont plus d'esprit critique à ces traits. Puisqu'on reconnaît plus ceux qui ont l'esprit critique à ces traits. Je suis désolé parce que le document bouge. Alors, il y a deux questions en une. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Sur le premier, c'était quoi? C'était juger ou jauger, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est juger correctement ou juger correctement. Donc, c'est évaluer. Alors, en fait, l'idée qu'on a, c'est qu'il ne faut pas se placer dans une optique de juste vrai ou faux. Quand vous voyez une information sur Internet, on ne va pas se dire, il ne faut pas choisir entre c'est sûr c'est vrai et c'est sûr c'est faux. On va se dire qu'on fait preuve d'esprit critique si on est capable d'évaluer à quel point c'est probable, disons. Donc, vous pouvez avoir des informations pour lesquelles faire preuve d'esprit critique, ça conduira à se dire que c'est probablement faux, ou alors c'est probablement vrai, mais ce n'est pas sûr à 100%, ce qui ne sera jamais le cas. Donc, c'est vraiment une histoire de degré de confiance. Et l'idée qu'il y a derrière notre définition, c'est qu'en fait, on raisonne comme ça par degré de confiance. Bon, ça, ce n'est pas du tout original. Hein. Ça fait longtemps que les psychologues disent qu'on raisonne comme ça de manière plus ou moins probabiliste. Et que donc on est plus ou moins confiant dans une information, on attache plus ou moins une probabilité plus ou moins grande à chacune de nos croyances. Et donc c'est vraiment en termes de degré de croyance et de niveau de fiabilité du coup qu'on se place. Et souvent, quand il est question de ça dans les formations esprit critique, par exemple, on ne va pas dire les témoignages ça vaut rien et le consensus scientifique s'assure à 100%. Ce qu'on fait, c'est on présente une sorte de pyramide des niveaux de fiabilité des preuves en disant quand sur une information vous avez juste un témoignage, c'est peu fiable, donc ça ne veut pas dire que c'est faux, évidemment ça peut être tout à fait vrai, mais ce n'est pas d'une grande fiabilité, ce n'est pas très sûr, ce n'est pas un argument très fort, disons, et puis vous avez comme ça toute une gradation des arguments les moins forts jusqu'aux arguments les plus forts. Voilà. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte la plausibilité a priori, c'est-à-dire qu'un témoignage pour me dire qu'il pleut quelque part, ça me suffit pour être sûr. Mais pour me dire quelque chose d'extraordinaire, ça ne suffira pas. C'est une histoire de degrés. On voit vraiment ça comme un continuum. Et donc, oui, c'est évaluer, jauger. Jauger, ça irait mieux que juger, je pense. Il faut choisir entre les deux. Je reviens juste en arrière par rapport à une information qui m'a été donnée tout à l'heure. Donc, Elena Pasqualini a bien fait sa conférence le 2 avril, pardon, il me semble. Donc, il est déjà disponible. Je suis désolé par rapport à d'autres personnes parce que je suis obligé de faire un choix entre un certain nombre de questions. J'ai plusieurs questions pour vous, Nicolas, concernant l'enseignement quelques informations sur l'enseignement d'esprit critique, quelques pistes pour l'enseignement. Est-ce qu'il y a des travaux sur l'enseignement d'esprit critique, en fait. C'est un aspect que vous n'avez pas eu le temps d'aborder. Oui, alors, ouais, ce n'était pas le thème principal, donc j'avais mis ça en option à la fin, mais je peux vous dire ce qui ressort des travaux, c'est que c'est difficile. En gros, vous avez deux positions. Il y a celle de Alpern qui dit oui, c'est possible, qui est très optimiste. On peut éduquer l'esprit critique. Et puis la vision un peu plus pessimiste peut-être de Willingham, un autre grand spécialiste de l'éducation et en particulier de l'esprit critique, qui dit c'est pas que c'est impossible, mais c'est très difficile. Et il explique pourquoi c'est très difficile. Et la raison pour laquelle une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, on la retrouve partout, hein, ça ne va pas du tout étonner les gens qui sont en éducation, c'est le problème du transfert. Vous pouvez apprendre dans un cadre
à avoir de l'esprit critique, à utiliser une méthode critique, et puis vous n'allez pas la réutiliser, vous n'aurez même pas l'idée de la réutiliser dans un cadre un peu différent. Et donc, il y a toute une question là sur le transfert. Par exemple, on va vous apprendre à faire une recherche scientifique sérieuse sur de la psychologie expérimentale, et puis le jour où vous aurez un truc qui ne relève pas exactement de la psychologie expérimentale, ou même qui est quand même de la psychologie expérimentale, mais ce ne sera pas dans le cadre de vos cours, vous n'aurez pas l'idée d'utiliser ce que vous avez déjà appris. Donc ça, il y a un gros problème là-dessus. Par contre, il y a quand même, c'est sûr, des éléments pour dire que ça marche au moins un peu, et que c'est transférable au moins un peu. Il y a par exemple une expérience qui était bien faite, alors c'est vraiment sur un cas très particulier, hein, c'est pas, nous ce qu'on veut tester là avec notre projet LR, c'est pas encore fait, mais c'est des choses un peu générales sur l'esprit critique. Mais quand on regarde sur des choses très particulières, il y a par exemple une expérience intéressante où après avoir eu tout un cours sur la régression vers la moyenne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pour le dire simplement, la régression vers la moyenne, c'est le fait purement mathématique que si vous sélectionnez à un moment donné des valeurs élevées et que vous remesurez la même chose plus tard, parce que vous avez sélectionné des valeurs élevées au début, dans la deuxième mesure, vous aurez vraisemblablement une moyenne plus basse. Donc si je prends un exemple tout bête pour que ce soit très clair, je vais sélectionner des gens qui ont au moins 40 de fièvre, je leur donne du jus de citron, je reprends la température 2 jours après, en moyenne, ça a baissé. Ça n'a rien à voir avec le jus de citron, c'est juste que les gens qui ont 40 de fièvre, en général, ça ne dure pas, et 2 jours après, ils sont plus bas. Donc c'est simplement parce que j'ai sélectionné des valeurs hautes au début que j'ai des valeurs plus basses après. Donc, dans l'expérience dont je vous parlais, il y a eu tout un cours là-dessus, avec des déclinaisons, avec des exemples dans plein de disciplines différentes, et pour voir si c'était transféré, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rappelé, un mois après, si je me souviens bien, en tout cas un certain temps après, ils ont rappelé les gens qui avaient participé ou pas, parce qu'évidemment il y avait un groupe témoin, à cet enseignement, en se faisant passer pour des sondeurs et en leur posant des questions, donc pour un sondage, soi-disant organisé par quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le cours. Et dans le sondage, il y avait une question qui pouvait s'expliquer par une régression vers la moyenne. Donc on leur disait, ben, on a mesuré tel truc, et puis une semaine après, ça a baissé, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y avait beaucoup plus de gens dans le groupe qui avait suivi le cours sur la régression vers la moyenne qui avaient l'idée que ça pouvait être simplement un effet de régression vers la moyenne. Donc ça montrait au moins que sur des cas très particuliers, on peut en tout cas espérer faire quelque chose qui se transfère spontanément. Peut-être une dernière question, parce que l'heure passe, c'est de Madame Aurélie Serré. Elle dit qu'elle pense que pour enseigner l'esprit critique, ça commence par tester l'esprit critique de nos élèves. Elle demande s'il existe des outils adaptés pour chaque groupe d'âge, classe d'âge, pour tester l'esprit critique des élèves. Alors, il y a des outils. Nous, on est en train d'en développer un autre avec l'ADEP, l'éducation nationale, mais sinon, je vous ai montré en passant là tout à l'heure une photo du Anywhere. Voilà, vous pouvez chercher Anywhere, vous tombez, c'est un test. Il y a un autre test qui s'appelle Watson-Glaser, G-L-A-S-E-R pour Glaser. Alpern a aussi fait un test d'esprit critique. Alors souvent, c'est pour les adultes parce que ça intéresse les employeurs. Il y a aussi un test de Geilerstein, c'est G-E-L-E-R et puis S-T-E-I-N, qui s'adresse plutôt aux enfants de, si je me souviens bien, niveau CE2 à peu près, à base de bande dessinée. Et puis il y a les quelques autres tests. Je crois que vous pouvez trouver sur le site Cortex un tableau avec une espèce de recension des tests dont je vous ai parlé ici. Il faudrait retrouver l'adresse, mais si vous tapez Cortex, C-O-R-T-E-C-S, et liste de tests esprit critique, vous allez tomber sur quelque chose. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est pour ça que nous, on est en train d'en développer un autre. Et surtout, dans ceux qu'il y a, il y en a très peu en français. Parce que le Geilerstein, c'est qu'en anglais, Watson-Glaser aussi. Anywhere, on l'a traduit nous parce que ça existe qu'en anglais. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et souvent, en plus, ça porte sur un thème particulier. Par exemple, ici, le Anywhere, c'est vraiment orienté raisonnement. Il n'y a pas, ici, on ne mesure pas si les gens sont capables de croiser les sources, d'aller vérifier que la personne qui signe un article, par exemple,
a bien les compétences nécessaires pour parler de ce qu'elle raconte. Tout ça, c'est pas dedans. Là, c'est uniquement du pur raisonnement. Donc, assez souvent, on a ce problème que c'est assez spécifique. Mais dans le Watson-Glaser, par exemple, il y a plusieurs facteurs qui sont identifiés. Et donc, on a quelque chose d'assez large quand même. Voilà, donc, il y en a très peu en français, mais il y en a en anglais. Et pour les plus jeunes, c'est encore plus rare. Et à part le Gellerstein, pour l'école élémentaire, on n'a rien trouvé. Donc, merci Nicolas pour cette conférence. Donc, merci pour les participants d'avoir posé des questions. Donc, bien évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les personnes, mais je rappelle que la conférence sera rediffusée, donc elle est sur le site de Réseau des ISP, il me semble. Donc, merci Nicolas et on souhaite très bientôt et merci encore. Merci à tous. Merci.